Merci de m'avoir invité parce que il me semble d'ailleurs que la dernière fois que j'ai fait une longue interview, en tout cas sur le Pérou, ben, c'était déjà chez vous. Il me semble que c'était l'année dernière. Et il s'est passé beaucoup de choses au Pérou. Le problème, c'est qu'évidemment, tout le monde s'en fout, hein, n'est-ce pas? Donc, on s'était quitté la dernière fois. Donc il y a un an, avec une dernière manif de grande ampleur en juillet 2023 pour les fêtes nationales. Donc je rappelle très rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité des dernières années au Pérou, que le Pérou, il y avait eu une petite révolte électorale, puisque un professeur, Pedro Castillo, d'origine populaire, avait été élu en 2021 sur la promesse de changement structurel d'une société terriblement inégale, injuste et même d'une société d'apartheid. Et puis, ben, après l'avoir empêché de gouverner pendant un an et demi, Pedro Castillo avait été renversé en décembre 2022, ce qui avait donné lieu à un bouleversement, un- des grandes manifestations qui avaient duré de décembre 2022, donc du 7 décembre, le jour du coup d'État, contre jusqu'à avril 2023, avec des manifestations très soutenues, hein, c'est-à-dire que 72% du pays avait été paralysé et finalement la grande majorité de Péruviens, surtout évidemment les plus humbles, dénonçaient un coup d'État, dénonçaient le vol et l'enlèvement de leur président et de leur vote aussi, puisqu'ils avaient élu un président qui leur ressemblait. Donc il y avait toute une symbolique. Et là, il y a un an, il y avait eu une dernière manifestation en juillet 2023, donc symbolique, on va dire. Et puis depuis, on va dire que le mouvement s'est éteint en apparence. Et pourtant, donc il y a une explosion du taux de pauvreté, une crise économique qui s'abat sur le pays. Selon la FAO, donc l'Agence de l'ONU pour l'alimentation, 51,2% des Péruviens vivent en insécurité alimentaire. Un Péruvien sur deux, des 17 millions de personnes. C'est le chiffre le plus haut d'Amérique du Sud, mais ça, vous ne le lirez pas, tout ça, dans les médias français, de droite et de gauche, puisqu'ils sont tous omnubilés par le récit de Washington contre le Venezuela. Et le Pérou étant le satellite modèle de Washington dans la région, personne n'en parle. Voilà. Alors, le pays modèle, je devrais d'ailleurs expliciter un peu plus, puisque le Pérou n'est pas un pays. En réalité, c'est un conglomérat d'intérêts et de territoires sous contrôle des transnationales, sous contrôle de puissances étrangères. Je rappelle que l'armée des États-Unis occupe le Pérou, hein. Il y a 2000 GIs, 2000 soldats qui patrouillent dans le Pérou sans rendre de compte à personne, on ne sait pas où ils sont. Et puis, bon, la capitale qui regroupe euh, 30% de la population doit la production, la distribution et la commercialisation d'électricité à un parti politique étranger, puisque c'est via une entreprise publique, le Parti communiste chinois, qui contrôle absolument toute l'électricité de la capitale. Vous imaginez, je crois que c'est le seul pays au monde, alors c'est pas une question de critiquer la Chine ou pas, mais c'est le seul pays au monde qui confie les clés de l'électricité de sa ville, qui accessoirement regroupe 30% de la population, à une puissance étrangère. C'est aux mains de l'oligarchie locale, etc. Voilà. Alors évidemment, il y avait eu quelques remous, quelques peurs que dans l'oligarchie et dans tous ces intérêts surtout de Washington, que Pedro Castillo bouscule cet ordre de fait. Il n'en était rien, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de grands changements. Et où on en est donc en 2024, et bien, comme je le vous disais, à partir de juillet 2024, ça siffle la fin des mobilisations, des grandes mobilisations. Alors ça s'explique avant tout par la cruelle répression du pouvoir en place, hein. La personne, donc Dina Boluarte, qui est la mandataire désignée finalement par l'oligarchie et par tous les intérêts pour prendre la suite, donc à partir du coup d'État. Alors, petite parenthèse, parce que c'est toujours bon de le faire,
il y a une semaine, il y a 2 semaines, pardon, le 28 août, le président du Brésil, Lula, a appelé Dina Boluarte par téléphone pour euh, parler de la démocratie dans la région. Donc là, il lui a pas demandé de procès-verbaux, il lui a pas demandé de se justifier et de justifier les votes qui avaient amené Boluarte à la présidence, puisque personne n'a voté pour elle et est arrivé par un coup d'État. Ça ne dérange absolument pas le président brésilien de discuter avec une personne issue d'un coup d'État, en plus de la démocratie dans la région. Je ferme la parenthèse. Je pense que Maurice Lemoine nous a parlé du Venezuela hier, et c'était pour faire une petite transition aussi là-dessus. Alors, 50 morts, hein, 50 morts. Donc là, on a aussi les preuves que la présidence a demandé à l'armée de fusiller les manifestants, puisqu'elle a demandé à l'armée de considérer les manifestations comme étant des manifestations terroristes. Donc, c'est-à-dire, imaginez que les manifestations de Gilets jaunes ont été traitées comme les frères Kouachi. Vous voyez? Bon, c'est ce qui s'est passé au Pérou. Donc, ça a donné 50 morts, 400 blessés. Donc, pour la plupart, seront handicapés à vie. Et puis, 1800 personnes judiciarisées, c'est-à-dire à qui on a ouvert on a mis en examen et on leur a soit mis en prison, soit prison préventive, ou soit ils sont sous la menace encore maintenant d'aller en prison. Donc, évidemment, ben, évidemment, toutes ces personnes-là étaient des leaders sociaux. Donc, ben, le mouvement, évidemment, à cause de la répression, ben, a battu de l'aile. Et puis, surtout, il y a eu des erreurs peut-être stratégiques dans le mouvement, notamment de venir à Lima, dans une ville immense de 12 millions d'habitants, au lieu de rester concentré en province. Bon, ça, on peut encore en parler, mais surtout, il y a un des thèmes qui est important, je crois, c'est qu'il n'y avait pas, et il n'y a pas, problème aussi, de direction politique puisque les partis existants sont conspués. 98% des Péruviens ne font pas confiance dans les partis politiques, et ça atteint aussi les partis politiques dits de gauche. Je répète le chiffre, 98% des Péruviens ne font pas confiance dans les partis politiques. Et Castillo, on va dire, n'a pas eu l'envergure d'un leader pour essayer, depuis la prison, d'orienter les manifestations ou en tout cas de leur donner une direction politique. Là, on voit la différence entre un Lula, dont on parlait tout à l'heure, qui depuis la prison est resté le leader incontesté, évidemment, du camp, on va dire, progressiste brésilien. Là, il n'en était pas question. Castillo a même euh, par certaines positions ambiguës, peut-être même semer du doute et de la division. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un émiettement, une morcelisation, une division du mouvement populaire. Il s'était créé une coordination nationale de lutte. Puis cette coordination s'est divisée. Il y a eu une deuxième tentative plus proche des partis politiques et puis certains mouvements sociaux qui se réclamaient de la direction du mouvement. Bon, tout ça fait qu'évidemment l'émiettement siffle la fin du mouvement et c'est un problème qui persiste aujourd'hui puisqu'il n'y a pas on va dire, de voix unique qui se revendique de ce mouvement. Il y a même une bagarre, on va dire, pour le récit, pour réécrire l'histoire de ce qui s'est passé entre certains partis de gauche qui s'étaient opposés à Castillo, qui ont soutenu le coup d'État, voire y ont participé directement, et qui essaient aujourd'hui de récupérer le mécontentement qui, lui, est permanent au Pérou, essayer de récupérer le mécontentement en tergiversant ce qui s'était passé, en essayant de s'accaparer le mouvement social, ce qui est pratique puisqu'il n'y a pas de porte-parole non, de ce mouvement social. Ça ressemble un peu, là, pour le coup, euh, en plus poussé à ce qui s'était passé durant le mouvement des Gilets jaunes en France. Alors aujourd'hui, on est dans une incertitude politique. Là, il y a à peu près, que je dis pas de bêtises, 35 partis qui se sont inscrits. Il y en a encore 15 dans le processus d'inscription. Donc on est parti au Pérou pour avoir une cinquantaine de partis inscrits, ce qui veut dire à peu près entre 40 et 50 candidats à la présidentielle, donc, qui sera certainement en 2026 maintenant et peut-être une dizaine se réclamant de Castillo, de près, de loin, le président ayant favorisé l'émergence
de partis se réclamant de lui pour, par la suite, monter lui-même un parti, donc ajoutant de la division à la division. Bon, c'est pas très... Pour l'instant, ce panel n'est pas très pessimiste. Eh bien, c'est encore pire, puisqu'on a vu pendant les, pendant ces mois ben, que le système finalement mis en place par Alberto Fujimori, qui vient de mourir il y a quelques années, quelques jours, pardon, son système mis en place donc il y a 30 ans, et qui lui avait survécu alors qu'il n'était plus en poste, donc il lui avait survécu pendant plus de 20 ans, et ben ce système, non seulement est toujours d'actualité, mais en plus s'est renforcé avec l'installation d'une mandataire désignée, puisqu'elle n'a pas du tout été élue, donc Dina Boluarte, et puis surtout, elle est haïe par la population puisque aujourd'hui, 95% des Péruviens se déclarent contre Dina Boluarte. Donc vous remarquez que 95%, il n'y a pas que des gens proches de Castillo, hein, c'est un sentiment généralisé. C'est important parce que si on compare dans la région, par exemple, avec un criminel comme Guillermo Lasso, l'ex-président équatorien qui a offert son pays au cartel de la drogue mexicain et albanais, et ben même Guillermo Lasso, qui a fait passer un pays qui était considéré comme le plus tranquille d'Amérique du Sud à un enfer vivant, même Guillermo Lasso a laissé le pouvoir. Alors, il a été destitué, mais il a laissé le pouvoir avec 13% d'opinion favorable. Boluarte n'en a que 5. Vous prenez un autre président, Alberto Fernandez, en Argentine, qui a ruiné son pays et qui a offert, du coup, le pays à Milei, non, aux anarcho-libertariens. Même Alberto Fernandez est parti avec un taux de popularité de 18%. Donc, c'est-à-dire que Boluarte est vraiment alors c'est le mandataire le plus détesté de tous les pays d'Amérique du Sud et de la Caraïbe. Non, là au moins elle a la médaille d'or. Et évidemment, ça crée une situation bah, aussi d'instabilité pour le Pérou. Et puis alors là, au niveau démocratique, au niveau démocratique, évidemment, on n'en parle pas. Alors, ça crée, quand je dis des situations d'instabilité, bah, d'une part parce qu'elle ne doit sa survie qu'avec des pactes politico-mafieux, notamment avec le Congrès, avec le Parlement. Elle a doublé le budget du Congrès, donc tous les députés se partagent un peu le butin. J'ai fait un calcul en prenant une dizaine de pays, dont la France d'ailleurs. Le Pérou est de très loin le pays qui compte le plus de commissions extraordinaires par député. C'est-à-dire qu'il y a une commission extraordinaire pour 3 députés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de commissions à l'intérieur de l'Assemblée nationale péruvienne. Pourquoi? Eh bien parce que le nombre de commissions permet de faire rentrer des membres de parti, de la famille, etc., du personnel pour chaque parti. Non? Donc, c'est un financement occulte, finalement. Elle achète, avec les sous de tous les Péruviens, elle achète sa maintenance au pouvoir. Et je dis pourquoi sa maintenance au pouvoir? Eh bien parce que Boluarte a des casseroles qui, dans n'importe quel autre pays du monde, l'auraient fait destituer. Alors déjà, elle a une balance patrimoniale qu'elle ne peut pas justifier d'500 000 de dollars. Non, déjà, rien que ça mériterait une enquête et peut-être même un processus en destitution, c'est-à-dire qu'elle a 500 millions de dollars qu'elle n'a pas su, 500 000 dollars, pas 500 millions, 500 000 dollars qu'elle n'a pas su justifier par rapport au fisc. Il y a évidemment les massacres, où il y a évidemment là, des documents hein, signés comme le document qui est sorti du Conseil des ministres et ensuite a été ratifié par le Parlement, où elle dit aux militaires finalement de tirer dans la foule, hein, qu'il y a des terroristes en face d'eux. Donc elle est évidemment juridiquement et pénalement responsable des massacres au Pérou. Il y a eu le scandale, ça peut-être que vous en avez entendu parler, parce que ça a fait quand même du bruit à l'international, le scandale des Rolex, où en fait on a trouvé chez elle 12 Rolex,
plus des colliers en or, etc. Et donc, elle ne peut pas dire la provenance des Rolex. Alors, en grattant un peu, on a bien vu que c'était, entre autres, certaines Rolex avaient été offertes par un gouverneur de l'État d'Ayacucho, d'ailleurs, où il y a eu un des massacres durant la mobilisation, pour qu'elle accélère le processus de construction d'un stade. Donc là, on est dans la corruption pure et dure. Euh, euh, alors évidemment, elle est incapable de donner euh, une justification pour la provenance de ces Rolex. 12 Rolex, hein, c'est pas rien hein, quand même quand on connaît le prix des Rolex. Hein. Une Rolex bas de gamme, ça va de 10 000 jusqu'à sans prix, hein, 10 000 dollars. Donc voilà, Rolex bas de gamme. Hein. Euh, alors, il y a, ça, on est dans une série, une mauvaise série de Netflix, puisque par exemple, dans l'affaire des Rolex, son avocat avait été arrêté et Boluarte a pris la voiture officielle pour aller récupérer des papiers compromettant dans les bureaux de son avocat. Et quand elle est arrivée, elle a ouvert la porte et elle est tombée nez à nez avec la police qui était en train de récupérer eux-mêmes les papiers, donc qu'ont vu la présidente. Enfin, et donc qui, elle, quand elle a vu la police, est partie en courant donc bon, on est dans le cercle permanent. Il y a un autre scandale avec son frère où en fait elle distribuait les postes de préfet et de sous-préfet en échange d'une rémunération. C'est-à-dire que si vous vouliez être sous-préfet ou préfet, bah, vous payez le frère et puis vous avez le poste. Bon, c'est la mafia totale. Vous allez me dire, mais pourquoi reste-t-elle? Bah, pourquoi reste-t-elle? Bah, parce que c'est pratique pour le Parlement et notamment pour l'alliance au pouvoir, donc qui est l'alliance au pouvoir qui regroupe l'extrême droite fujimoriste et le parti marxiste Pérou Libre. Je vais répéter parce que vous allez dire, mais on a mal entendu. Non, non, le parti marxiste, ou supposément marxiste, hein, Pérou Libre, qui avait emmené Pedro Castillo au pouvoir, est aujourd'hui au Parlement est aujourd'hui au perchoir. Non, je crois qu'ils ont la deuxième vice-présidence grâce à l'alliance qu'ils ont passée avec l'extrême droite fujimoriste. Pour vous traduire ça en français, c'est comme si la France insoumise s'alliait avec Éric Zemmour. Voilà. Donc, voilà une partie de la gauche péruvienne. Voilà, voilà à peu près, là, vous pouvez imaginer le degré de corruption mentale de ces gens-là. Alors, donc évidemment, ils maintiennent Dina Boluarte, d'une part, bah, pour avoir les prébendes de, de l'Assemblée, Dina Boluarte ayant doublé le budget de l'Assemblée, ces personnes-là ayant des commissions, dans les commissions travaillent les membres de leur famille, les membres de leur parti, c'est tout un écosystème qui dépend finalement de cette négation totale de la démocratie, cette acceptation de la corruption, acceptation institutionnelle de la corruption. Et puis, ben, c'est pratique, notamment pour le camp fujimoriste, d'imposer des ministres à Boluarte. Et c'est comme ça que énormément de ministres à des postes clés en plus, hein, économie, ministère des Affaires étrangères, etc., ont été imposés par le fujimorisme sous le prétexte, en fait, c'est un chantage permanent. C'est-à-dire, si vous n'acceptez pas ça, on vote une procédure en destitution, et à la fin de la procédure en destitution, c'est la prison. Parce que les motifs pour emprisonner Boluarte, qui de toute façon terminera en prison, hein, c'est une question de temps, sont multiples. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on n'est pas du tout, on est dans un système complètement pourri et dans lequel, en plus, il y a des bagarres pour le contrôle de certaines institutions de l'État, la justice notamment, où on a pu voir une bagarre qui aujourd'hui s'est un peu apaisée, chacun a trouvé un camp, on va dire, mais cette bagarre était entre le fujimorisme et l'autre versant, si vous voulez, du système néolibéral péruvien, qui est le fujimorisme, donc conservateur d'un côté, et puis un versant néolibéral plus progressiste de l'autre.
Grosso modo, c'était Zemmour contre Macron, si vous voulez qu'on parle en français. Ou démocrate contre républicain, si vous voulez qu'on parle en états-unien, mais en tout cas un système dans lequel le peuple est totalement absent. Puisque je rappelle que les dits progressistes qui se bagarraient contre leurs homologues fujimoristes pour le contrôle de l'institution judiciaire ont été les premiers à essayer de faire tomber Pedro Castillo. On se rappelle tout de même qu'une des magistrates, des plus hautes magistrates du pays, ce qui serait l'équivalent de la Cour suprême, avait quand même dit, mais enfin, si Pedro Castillo est innocent, puisqu'il est accusé de corruption, chose qui n'a jamais été prouvée jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle disait, si Pedro Castillo est innocent, il n'a qu'à prouver son innocence. Vous imaginez le niveau des magistrats péruviens. C'est pas comme ça que ça marche, la justice. C'est l'inverse. Hein. C'est quand même à la justice de prouver qu'il est coupable. Mais enfin, donc, on est dans un système qui finalement s'est renforcé, qui finalement a réussi à maintenir le système d'apartheid dans lequel est plongé le Pérou depuis au moins 2 siècles, ou plus si on compte la colonie, avec évidemment la parenthèse du gouvernement révolutionnaire des forces armées du général Velasco de 68 à 75. Mais 7 ans, c'est très peu sur 2 siècles ou 5 siècles, ça dépend où on met le curseur. Et donc, c'est un véritable système, effectivement, d'apartheid. Alors, je pèse mes mots. Hein, je sais très bien ce que veut dire l'apartheid et je me réfère aussi à l'Afrique du Sud. On a un système d'apartheid au Pérou où une grande partie de la population, au moins la moitié ou un peu moins de la moitié, peut-être 40%, est complètement exclue de toutes les représentations, n'a pas le droit est exclu de tout un système institutionnel, social et y compris économique. Voilà. Et c'est ce système d'apartheid et finalement mafieux qui s'est renforcé avec la présidence illégitime de Dina Boluarte. Alors, évidemment, comme... Alors, pour le système d'apartheid, je vais donner un exemple qui était assez cru, qui, moi, me paraît assez cru, c'est que le gouvernement de Boluarte a voulu, euh, pour indemniser les familles des victimes qui avaient été tuées par eux-mêmes, si vous voulez, non? Et donc, ils ont proposé 5 000 $. Mais 5 000 $ d'indemnisation, c'est quand on tue une vache sur le bord de la route. Vous voyez? Et finalement, le prix donné et la façon avec laquelle a proposé ça le gouvernement, alors les familles ont refusé. Hein. Il y a quand même une dignité aussi chez les familles des personnes qui ont été fusillées et assassinées par le gouvernement de Boluarte. Mais enfin, moi, ça m'a interpellé parce que c'est ce qui se passe quand on tue un animal. Par exemple, on va trop vite, poum, il y a une vache qui traverse, on ne l'a pas vue, on la tue. Donc, on rentre on va dire, judiciairement avec le propriétaire de la vache, puis finalement, on lui achète la vache, quoi. Donc, 5 000 €. Mais enfin, c'est pas des vaches, c'est pas des lamas, c'est des personnes humaines, non? Donc ça montre un peu à quel point finalement ce système et ce gouvernement, qui est un gouvernement de plus, traitent à une énorme partie de la population. Et ça rentre d'ailleurs en accord avec plusieurs déclarations des ministres de Boluarte, tels que l'ancien ministre de l'Éducation, qui comparait les femmes indiennes, indigènes, Aymara, et qui disait ces personnes sont pires que des animaux. Le ministre de l'Éducation qui parle de la population indigène, donc 40% de la population du Pérou, en disant que ces gens-là sont pires que des animaux. Vous imaginez le délire et tout passe bien. Il y a eu un scandale où notamment des éducateurs violaient des étudiantes mineures, enfin plus que mineures, de 12 ans, préadolescentes, en Amazonie. Et la ministre de la Culture a dit que c'était des coutumes indigènes. Donc, mais on est vraiment dans ce système d'apartheid, voilà, et qui s'est renforcé avec Dina Boluarte. Alors évidemment, imaginez que vous aviez voté majoritairement
pour une personne qui, par ailleurs, vous ressemblait, qui, par ailleurs, venait de cette population discriminée, ségrégée et sous apartheid, une personne qui serait venue de Soweto, on va dire, pour parler sud-africain, vous voyez. J'essaie de traduire un petit peu avec des références, parce que le Pérou, comme je disais, c'est très difficile à le comprendre, donc avec des références plus connues. Et puis, bah, vous vous retrouvez avec une personne pour laquelle vous n'aviez pas voté, qui vous massacre, qui fait alliance avec ce pourquoi vous n'aviez pas voté, et qui applique une politique pour laquelle vous vous étiez opposé et qui voit que tous les partis politiques et tous les députés à l'Assemblée nationale collaborent et coopèrent parce qu'ils y trouvent un intérêt personnel, pécunier, économique. Bah, et que vous ne pouvez rien faire pour changer ça, puisque les manifestations n'ont pas abouti. Bah, évidemment, ce qui s'est renforcé aussi, bah, c'est le sentiment d'anti-politique, c'est-à-dire le sentiment d'anti-politique qui a triomphé. Alors, au Pérou, c'était pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de dichotomie entre la gronde politique et puis un système économique qui finalement continuait à fonctionner en marge de la crise politique permanente. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Le Pérou connaît une crise économique. Les investissements étrangers se font de plus en plus rares parce que, évidemment, investir dans un pays qui est en proie à une incertitude économique telle, et comme on l'a vu avec les manifestations, les mobilisations, bah, c'est assez difficile. En plus, quand il y a une énorme partie de la population qui revendique la souveraineté énergétique, c'est-à-dire la propriété du sous-sol ou des mines ou du gaz par l'État, ben il y a des, ça fait un peu peur à des investissements miniers. Non pas qu'ils ne seraient pas d'accord de faire des joint ventures avec l'État, mais ils veulent, et ils ont raison, je pense, là-dessus, puisqu'ils investissent sur 50 ans, ils veulent ou plus, ils veulent des règles claires, de savoir comment va évolutionner la propriété, notamment sur les ressources minières et énergétiques du Pérou. Donc là, il y a une crise politique qui, pour le coup, se traduit aussi par une crise économique. Alors, quand on regarde l'indice de confiance dans les institutions, c'est absolument catastrophique. Les Péruviens ne croient en rien. L'Assemblée, alors comme je le disais, Dina Boluarte a 5% de popularité, mais le Congrès, c'est le Parlement n'a la confiance que de 4% des Péruviens. Les partis politiques n'ont la confiance que de 2% des Péruviens. Donc, on va le faire à l'envers. 95% des Péruviens rejettent Boluarte. 96% des Péruviens n'ont pas confiance dans le Parlement. 98% des Péruviens n'ont pas confiance dans les partis politiques. 87% des Péruviens n'ont pas confiance dans le système judiciaire. 89% des Péruviens n'ont pas confiance dans les gouvernements régionaux. 89% des Péruviens n'ont pas confiance dans la presse. 84% n'ont pas confiance dans la télé et la radio. Bon, c'est un système où personne n'a confiance en personne. Et de fait, il y a eu un sondage de Ipsos qui place le Pérou comme le deuxième pays au monde où il n'y a aucune confiance interpersonnelle. C'est-à-dire que les Péruviens n'ont plus confiance en eux-mêmes, même dans leur famille. Je crois que c'est seulement 20% des Péruviens, ou 18 ou 20% des Péruviens qui ont confiance dans les autres. Vous imaginez? Alors, j'ai regardé parce que ce genre de sondage est fait assez régulièrement. Et en fait, j'ai vu que au début des années 2000, en tout cas, ce chiffre n'était pas aussi bas. Il était de 40%. Donc, alors, c'est pas énorme non plus, mais il était beaucoup plus fort. Et donc, on voit là que finalement, les espérances trahies, par exemple, par Ollanta Humala, puis par la suite, le jeu du Fujimorisme,
de détruire les institutions du pays et d'empêcher la gouvernabilité depuis le Parlement, ce qui a permis d'avoir 8 présidents en 8 ans, eh ben, a complètement détruit le pays, y compris dans ses relations sociales et interpersonnelles. Les gens n'ont plus confiance en rien, en aucune institution, ils n'ont même plus confiance en eux. Alors, pour reconstruire un pays comme ça, bonne chance. Voilà. On est vraiment là dans ce cas, dans le, dans une contestation totale, une podredumbre, j'allais dire, un pourrissement de la situation politique, économique et des relations sociales, ce qui est encore plus grave, non? Et c'est pas étonnant que les manifestations ont été un petit peu plus présentes et fortes dans le sud du pays, parce que dans le sud du pays survit encore des lieux de rencontres collectives, de construction collective que le pays a atomisé, mais je vais pas je vais pas parler de ça tout de suite. Je reviendrai sur ce thème un petit peu plus tard. Donc, de quoi finalement le soulèvement a-t-il été le symptôme? Bah déjà, donc le soulèvement de 2022-2023 d'une contestation du système néolibéral. Donc ça, c'était aussi exprimé avec le Castillo, c'est-à-dire que le système ultralibéral le plus pur, hein, c'est le modèle est plus- encore plus pur que le modèle chilien ici au Pérou, avait été contesté dans les urnes, et puis bah, finalement, le, le système avait réussi à éclipser cette contestation. Il y a eu, et il y a encore, hein, une contestation du régime d'apartheid, contestation qui va s'amplifier pour une simple raison, c'est que autant les personnes qui sont considérées comme ne faisant pas partie de la communauté nationale, enfin, nationale, ou déjà rien que le mot, parce que déjà communauté nationale, pour le Pérou, on devrait parler de plurinational, hein. Je répète qu'il y a 42, euh, 42 langues au Pérou parlées et pas parlées par des minorités, hein. C'est la moitié du pays qui parle une des langues indigènes. Donc, cette contestation, en tout cas du régime d'apartheid, devrait s'amplifier parce que les petits-enfants ou la génération actuelle, pour aller vite, est une génération qui est allée à l'université, qui est professionnelle et qui aspirent au même droit que les autres, et ça va être difficile de les maintenir dans la marginalité comme ont été maintenus leurs parents et leurs grands-parents qui étaient, pour leurs parents et leurs grands-parents, des agriculteurs, voire des sujets, voire des propriétés du propriétaire terrien, puisque je rappelle que euh, jusqu'en 1969, à peu près 30% des Péruviens étaient des serfs, non? Donc, et je rappelle aussi qu'il faut attendre 1980 pour que les Péruviens puissent voter. Avant, seulement 30% des Péruviens votaient. C'est-à-dire les Péruviens, alors déjà qui n'étaient pas des serfs, et ceux qui savaient lire et écrire. Donc c'était 30% du pays. C'est-à-dire la citoyenneté pleine, c'est juste 1980 au Pérou. Donc il y a tout ça, hein, effectivement, qui joue encore dans le sein de la construction du régime d'apartheid. Hein. On ne sort pas d'un régime d'esclavagiste à un régime démocratique en 50 ans. C'est pas vrai. Il faut attendre certaines générations et on est dans ces contradictions que les générations actuelles sont en train de porter au nu. Bah, la contestation du manque de démocratie, je l'ai souligné, et puis contestation des disparités territoriales entre notamment Lima et les régions, entre les villes et les campagnes, entre la côte et la montagne, etc. Donc, voilà ce qui se passe à peu près au Pérou depuis un an. Voilà, j'ai essayé de résumer en m'attachant en m'attachant aux principales problématiques, hein, en essayant de pas trop rentrer dans les détails. Et puis là, je vais aborder maintenant la, un peu ce qui se joue au Pérou, mais plus largement que le Pérou, dans le monde actuel.
Et pourquoi je prends cette tangente? Ben parce que le Pérou est le bastion, en fait, anarcho-capitaliste, et le modèle, le bastion, la forteresse, on reviendra sur ces thèmes aussi un petit peu plus tard, d'une nouvelle menace pour la vie en commun, d'une recrudescence d'un système en crise. Alors je m'explique. Le monde qui est devant nous en ce moment subit deux grandes crises. La première, c'est une crise économique. Non, le libéralisme, le néolibéralisme est en crise. Alors, c'est pas nouveau pour ceux qui viennent ou qui vivent dans les pays du Sud. On se rappelle qu'il y a eu des grosses crises. Par exemple, en 1989, le Caracaso au Venezuela, hein, réprimé dans le sang, 2000 morts, ce qui amène évidemment la révolution bolivarienne. Il y a eu la crise asiatique en 1997. Il y a eu la crise brésilienne aussi en 1999. Peut-être que je me trompe entre 97 et 99. Bon, il suffira de vérifier, vous ne m'en voulez pas. Mais en tout cas, dans les années 90, la périphérie du système économique a connu de très grandes crises. On pense à l'Équateur aussi, on pense à l'Argentine. Et puis, à partir de 2008 et la crise des subprimes, eh ben, cette crise économique se transfère en Occident et aujourd'hui, vous êtes en plein dedans. Et la crise est plus ou moins généralisée. Et donc, ce qui fait dire à certains pays du Sud, on ne peut pas continuer sur un capitalisme ultralibéral qui se base avant tout sur le système financier. Et donc, il y a une espèce de crise du néolibéralisme tel que l'a connu jusqu'ici. La deuxième crise, elle est géopolitique, bien évidemment, puisqu'on est en train de passer de l'unipolarité des USA, hein, l'hégémonie états-unienne, à un monde multipolaire, polycentré, qui implique la naissance de plusieurs puissances, y compris moyennes, et puis surtout l'élaboration de relations euh, euh, politiques, économiques, diplomatiques entre des pays du Sud sans passer par l'approbation de l'impérialisme états-unien et de leurs satellites européens, pour aller vite, du monde occidental. Le Sud, aujourd'hui, ne demande plus la permission à l'Occident pour pouvoir avoir des relations entre les pays. C'est évidemment quelque chose qui va changer. Alors, c'est pas nouveau, ça, hein. Il y avait déjà eu le mouvement des pays non alignés, le groupe des 77 plus la Chine à l'ONU, etc. Mais là, ce qui a changé, c'est la conjoncture économique, hein. La Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine d'il y a 50 ans. La Chine d'aujourd'hui est la puissance économique mondiale. La Russie est la puissance militaire mondiale, hein. Donc, il y a Et puis surtout, l'Occident est totalement en crise, y compris en crise morale. Donc, le monde est en train d'évoluer. Et par-dessus cela, alors vous verrez, je sais qu'en France, on aime beaucoup, on adore ça, même faire des points Godwin et des comparaisons avec les années 30, les années sombres. Mais effectivement, il y a peut-être aussi un petit parallèle, puisque ben, dans ces années-là, effectivement, eh ben, il y avait eu aussi une crise économique, non? La crise de 29. Il y avait une crise géopolitique, les empires anglais et français principalement étaient en crise et puis étaient en train d'entrer en déliquescence par rapport à d'autres puissances dans le monde, qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique. Et puis, bah, il y avait toute une économie, le Fordisme, qui chamboulait complètement les relations de production et qui, avec une augmentation de la technologie, et puis, bah, toutes ces contradictions internes ont donné entre autres, comme réponse, ont donné le fascisme, ont donné, je vais dire, je vais pas m'arrêter là-dessus, ont essayé de donner des alternatives malheureuses, évidemment, meurtrières, malheureuses ou meurtrières, comme le communisme ou le fascisme. Et ici, on est dans une situation qui, à mon sens, euh, est en train de précipiter ce monde vers un nouvel horizon qu'on a du mal à définir pour l'instant,
avec cette crise économique donc, que j'ai mentionnée, actuelle, la crise géopolitique avec la naissance du monde multipolaire, et puis une nouvelle forme de l'économie qui est l'économie digitale, avec une révolution technologique qui, elle aussi, change les relations de production et qui amènera un monde complètement différent à celui dans lequel on est encore en ce moment. Et là, c'est là où le Pérou, vous allez dire, mais pourquoi il est parti là-dessus? Eh bien, parce que le Pérou a quelques longueurs d'avance dans le modèle que moi j'appelle les derniers mohicans du système ultralibéral et de la défense de l'impérialisme états-unien veulent implanter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on trouve, alors ça représenté par le groupe de Madrid, non, qui est l'alliance de ces extrêmes droites, on les qualifie comme ça généralement, mais ces extrêmes droites euh, très libérales, ultra-libérales, dans lequel le but est la disparition des communs, non, avec l'État comme expression institutionnalisée des communs, destruction totalement des communs, un autoritarisme féroce et une défense totale du monde occidental avec à sa tête l'impérialisme états-unien. Voilà, donc là on retrouve par exemple Milei, le président argentin, on retrouve Bukele par exemple, le président salvadorien, on retrouve Noboa, je parle en Amérique latine, hein, le président équatorien, Vox en Espagne, Zemmour en France, etc., etc. Non. Et alors, vous me ferez remarquer que je n'ai pas mentionné le Front National. J'ai mentionné Zemmour, et effectivement, dans le groupe de Madrid, c'est Zemmour, enfin, qui était représenté, parce que dans le Front National, il y a une bagarre pour la place de l'État. Donc, c'est-à-dire que même le Front National n'est pas considéré comme suffisamment extrémiste, suffisamment libéral par ses pairs mondiaux, vous voyez. Voilà. Donc, le, ce système-là, donc moi je les appelle les derniers mohicans, non, de l'ultralibéralisme et de la défense de Washington et du monde occidental, eh ben, considère Pérou comme leur bastion, comme leur forteresse. Les mots ne sont pas de moi, les mots sont de Herman Tertsch, eurodéputé de Vox, lors du Forum de Madrid qui s'est tenu à Lima en 2023, en avril 2023, auquel j'ai participé en tant que journaliste. C'était très intéressant, j'ai interviewé pas mal de monde. Et les mots sont donc de Hermann Tertsch qui disait si jamais nous avions des entrepreneurs comme les entrepreneurs péruviens en Espagne, nous n'aurions pas à subir la dictature communiste de Pedro Sanchez. Bon, alors, dictature communiste de Pedro Sanchez, c'est rigolo, mais donc, c'est-à-dire les défenseurs du système actuel considèrent Pérou comme le bastion de la forteresse. Alors la forteresse, c'est là où on vient se replier lorsqu'on est évidemment agressé, non? C'est là aussi qu'on prépare les nouvelles croisades. Donc le Pérou n'est pas un pays qu'il faut prendre à la légère, qu'il faut essayer d'ignorer, puisque en Amérique latine, c'est un pays qui a 5 frontières, non? Frontière avec le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Chili et la Bolivie, pays central, très important, plus des frontières maritimes. Et euh, c'est un pays qui est à l'avant-garde du modèle que certaines élites et oligarchies cherchent à imposer malgré les crises actuelles et qui ne douteront pas d'imposer ça dans la force, par la force, voire dans le sang. Et là, ça vous concerne, ça concerne tout le monde. Et je, je, je vais faire mienne les paroles de Fujimori, Alberto Fujimori, donc le dictateur péruvien qui a instauré ce système, comme nous avons mentionné plus haut, plus tôt. Fujimori a été interrogé en mai 2024, là il y a quelques mois, il y a 5 mois, dans un journal péruvien, et il disait ce que font Milei en Argentine et Bukele au Salvador, moi, je l'ai fait il y a 30 ans. Eh bien, il a raison, Fujimori. Donc, le modèle qu'essayent d'implanter
les plus fous de la planète, eh bien, Fujimori l'a implanté il y a 30 ans et on voit le résultat aujourd'hui au Pérou. Qu'est-ce qu'il a implanté? Ben, du côté de Milei, c'est le côté ultra-libéral, c'est le cassage des communs. C'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, avec la destruction de l'État, bien évidemment, dans, comme expression institutionnalisée des communs. Mais les communs vont au-delà de l'État, vont au-delà des services publics. Au Pérou, tout est privé. Hein. Il semble qu'il y a l'entreprise d'eau et qui reste. Et le cassage des communs, c'est aussi les associations, les partis politiques, les syndicats, c'est-à-dire les endroits, la culture aussi pour certaines, les endroits où les gens peuvent créer du lien social et peuvent essayer de résister à un système qui tend à les individualiser. Non. Et au Pérou, il n'y a pas d'association, il n'y a que des ONG qui répondent à des intérêts de puissances étrangères qui les financent et qui financent toute une partie de la classe politique par ailleurs. Les partis politiques, comme nous l'avons vu, sont rejetés par 98% des Péruviens. Euh, euh, et finalement, il ne reste que de commun, bah, évidemment, la religion, et principalement certaines sectes évangélistes, et puis, certaines entités collectives qui perdurent malgré tout et qui ont été fondées finalement par les communautés. Alors, généralement, on trouve ça dans le milieu rural, parce qu'en ville, évidemment, c'est l'apothéose du système individuel, donc c'est très difficile de créer des communs, mais les communs se réorganisent en dehors des systèmes politiques, en dehors de ces thèmes idéologiques, notamment dans les communautés paysannes, notamment dans les rondas campesinas, qui sont finalement, euh, qui assument presque un échelon administratif informel. Retrouvez ça aussi dans certaines villes comme Lima, dans les soupes populaires, qui permettent à des mères de famille d'organiser un peu la vie du barrio. Mais en tout cas, il n'y a aucun lien, évidemment, avec l'État qui a été détruit. Cette disparition des communs se voit aussi dans la structure économique où, au Pérou, 85% des personnes travaillent dans l'économie informelle. Ce qui pose bien évidemment un problème en termes, encore une fois, de définition du commun et puis de l'impôt, hein, et de la répartition de l'infrastructure. C'est-à-dire que 85% des personnes sont leurs propres patrons, je dirais, sont ubérisées. Il y a une ubérisation généralisée. C'est-à-dire, dans l'informalité, je suis mon propre patron, je paye ma mutuelle privée, je paye mon fonds de pension privé, je paye la scolarité de mes enfants, je paye tout, j'assume tout, puisqu'il n'y a plus de commun, il n'y a plus d'État pour assumer une redistribution. J'ai toujours. Alors, c'est le Pérou aujourd'hui, non? Ça sera peut-être la France de demain. Et c'est très difficile, évidemment, de recréer des communs quand ils ont été détruits. C'est-à-dire de recréer des endroits où la lutte pour le bien commun, finalement, peut repartir, s'organiser, se planifier, s'enclencher. Je prends un exemple parce que je suis allé en Bolivie il n'y a pas longtemps, dans la ville d'El Alto. La ville d'El Alto, c'est la ville qui surplombe La Paz. C'est une ville de 1,2 million d'habitants qui a été construite historiquement autour de mines et qui, alors parce que la Bolivie a connu un système d'apartheid aussi auquel a mis fin Evo Morales en 2005 et en incluant finalement les gens. Alors aujourd'hui en Bolivie, je ne peux pas parler de ça, mais il y a un autre problème, c'est que 30 ans après, ben, il y a toute une bourgeoisie qui est indigène, qui n'a plus les mêmes perspectives qu'en 2005, ce qui est normal, non? Il y a une dichotomie entre les gens du peuple et une bourgeoisie indigène qui n'était pas intégrée et donc qui réagissait comme stigmatisés, marginalisés, avec une conscience de classe populaire, ce qui n'est plus le cas maintenant, ce qui amène un différend entre Lucho Arce et Evo Morales en Bolivie. Mais je ne vais pas vous parler de la Bolivie, je vous parle du Pérou, mais parce que le Pérou vit une situation similaire
dans laquelle, alors déjà, il existe aussi cette bourgeoisie indigène, mais qui pour l'instant n'est pas intégrée dans le système formel de l'économie péruvienne, et donc qui ont leur conscience de classe avec le peuple. C'est notamment eux qui ont financé partie de la campagne de Pedro Castillo, ou qui d'ailleurs ont financé la mobilisation sociale. Hein. Ce n'était pas à chercher, comme le disait Boluarte, du côté des narcotrafiquants ou des mines illégales, c'était à chercher de cette économie informelle qui apportait, informelle mais avec de l'argent, qui apportait aux mobilisations parce que leur conscience de classe était du côté du peuple. Alors, en Bolivie, Evo Morales a inclus ces gens-là, tout le monde. Et donc, on voit en Bolivie, dans une ville comme El Alto, par exemple, les fameux cholettes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui sont des buildings de manière très kitsch, où on affiche un peu sa richesse de manière ostentatoire en construisant des grands chalets en haut du building. Magnifique, un chalet de 400 mètres carrés, etc., en plein. Et finalement, l'argent qui avant transitait, qui venait des mines illégales ou informelles, de la contrebande commerciale dans la nation Aymara, donc qui regroupe le nord de l'Argentine, le nord du Chili, le sud du Pérou et l'ouest de la Bolivie, ces coopératives de transport, etc., etc. Toute cette économie qui finalement n'existe pas ou peu par rapport à l'État et à l'oligarchie locale, eh ben, a été inclus et donc les personnes ont payé de l'impôt et ont recréé du commun avec des routes, des systèmes d'égouts, etc., etc. Vous faites 200 kilomètres, vous traversez le lac Titicaca, vous traversez la frontière entre la Bolivie et le Pérou, vous tombez sur une ville comme Juliaca qui a 300 000 habitants et là, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pognon, pour les mêmes raisons qu'il y en avait à l'Alto, mais Juliaca est une ville délabrée parce que personne, tout le monde est dans l'informalité, personne ne paye d'impôts, donc il n'y a pas de système de tout à l'égout, ou très peu, il n'y a pas de route, des quartiers de classe moyenne, parce que vivent des professeurs d'université, etc., vous paraîtrait un bidonville de Kaboul, si vous y allez. J'y suis allé, c'est ce que ça m'a paru. Et voilà. Et donc, on a ce système-là donc d'économie informelle, d'ubération généralisée, de cassage des communs, de destruction de l'appareil d'État, de privatisation généralisée de tous les services publics, et donc qui fait que ben, c'est extrêmement difficile de se mobiliser. Par exemple, dans une ville comme Lima, vous êtes votre propre patron, vous allez manifester 2 jours, vous ne mangez pas pendant 2 jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce qui explique que les plus grandes manifs qu'on ait pu voir, même dans les mobilisations, avec la participation de, euh, des gens des régions, la plus grande manif a attiré peut-être 40 000, 50 000 personnes. Et qu'une manifestation réussie à Lima, c'est 5 000, entre 5 000 et 10 000 personnes pour une ville de 12 millions d'habitants. Voilà. Ben oui, quand vous êtes, quand la société est totalement atomisée, quand il n'y a plus de lieux de rencontre, parce que finalement la politique naît des lieux de rencontre et de la discussion collective, quand tout cela a été détruit, ben, vous avez une société qui ne considère plus le politique comme un moyen de résoudre sa vie quotidienne. L'autre versant, quand Fujimori a dit Milei et Bukele ce qu'ils font aujourd'hui, je l'ai fait il y a 30 ans. Alors, Milei pour le côté ultralibéral, et puis pour le côté autoritaire et répression, ben, on va chercher chez Bukele. Alors, Bukele, vous le connaissez peut-être ou pas, c'est le président du Salvador. Le Salvador vivait sous la coupe du crime organisé, avec un taux d'homicide gigantesque. Aujourd'hui, le pays en Amérique du Sud, enfin, en Amérique latine, hors petit pays de la Caraïbe, parce que mais le pays, grand pays qui a le plus fort taux de criminalité, c'est l'Équateur, avec 44 homicides pour 100 000 habitants. Et l'Équateur est un enfer. Le Salvador, avant Bukele, c'était 109 homicides pour 100 000 habitants. Donc c'était le double de l'enfer actuel de l'Équateur.
Et Bukele a résolu le problème. Alors évidemment, c'est assez facile de résoudre, hein. Je rappelle que le Salvador est plus petit que la Bretagne. Donc pour quadriller militairement la Bretagne, c'est pas très difficile, non? C'est pas des grands pays. Et en fait, les personnes étaient tellement évidemment traumatisées parce que les classes populaires qui souffraient le plus. Et finalement, Bukele a construit des prisons de haute sécurité. Il a foutu la plupart des membres des gangs en tôle, plus quelques innocents au passage, mais les gens lui sont reconnaissants de cela. Alors c'est là où ça va être intéressant, c'est que euh, désormais, parce que les chiffres socio-économiques du Salvador sont pareils ou pires que le Pérou. Non. Alors, sur les chiffres économiques, c'est sensiblement la même chose. Sur les chiffres, enfin, il y a des chiffres, moi, qui m'ont interpellé quand j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. 70% de la population rurale n'a pas accès à l'eau potable, 50% de la population urbaine n'a pas accès à l'eau potable. Enfin, on est parmi les pires pays d'indice de développement humain selon le classement de l'ONU. Et donc, Bukele, qui vient de se faire réélire, alors, sans présenter de procès-verbaux, c'est lui-même qui avait annoncé sa victoire. Bon, bref, passons là-dessus. Bukele a dit, voilà, on a résolu le problème de l'insécurité et maintenant on va s'attaquer à l'économique. Alors là, bonne chance, et parce que, évidemment, si tout le monde est pour la main dure contre la sécurité, tant patron que classe populaire, patronat que classe populaire, pour l'économie, il va falloir faire un choix, soit privilégier les classes populaires ou soit privilégier le patronat. Mais privilégier les deux, ça risque d'être assez difficile. Et donc, on verra de ce qui va se passer au Salvador. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir une criminalisation de la protestation. C'est-à-dire que les gens vont dire, bon, c'est bon, la sécurité, on va s'y accoutumer. Maintenant, on veut plus. Et là, il risque d'avoir des tensions sociales dont la tentation de les criminaliser va être très forte pour le pouvoir. Et ça, c'est pareil, ça s'était passé au Pérou. C'est-à-dire que au Pérou, il y a eu depuis Fujimori une stigmatisation de l'opposition socio-économique, c'est-à-dire vous faites une manifestation parce que vous n'êtes pas content de la situation économique et on vous assimile au terrorisme. Donc, pour traduire ça, encore une fois, vous défilez parce que vous n'êtes pas content de l'augmentation du prix de l'essence, vous mettez un gilet jaune et vous défilez, et on vous considère comme un frère Kouachi. On vous met 8 ans en préventive. Vous voyez? Ça, c'était ça les années Fujimori. Et le terruqueo, comme on l'appelle au Pérou, c'est-à-dire la stigmatisation par le terrorisme de n'importe quelle contestation sociale, continue. C'est comme ça, par exemple, que lorsque les maîtres d'école avaient fait grève avec à leur tête Pedro Castillo, les médias avaient stipulé que ce syndicat était un syndicat terroriste et la gauche péruvienne avait refusé de recevoir Pedro Castillo parce que sous couvert qu'il était un terroriste. Alors évidemment, personne n'est terroriste là-dedans, mais vous voyez, c'est un système dans lequel les médias vous accusent et en corollaire avec le système judiciaire qui ensuite ouvre une enquête et donc finalement à la peau d'un mouvement social. On l'a vu avec le soulèvement qui a été réprimé à la fois dans le sang par Boluarte, mais aussi par le pouvoir judiciaire qui a ouvert des enquêtes contre 1800 dirigeants sociaux. Donc, entre la stigmatisation des oppositions et la judiciarisation de la politique, on a le modèle libéral autoritaire voulu par Milei et Bukele comme exemple, hein, et réalisé par Alberto Fujimori il y a 30 ans et qui perdure encore aujourd'hui. Et en fait, c'est pour ça que je voudrais vous alerter, parce que cette vision du monde, dans ce moment de crise économique et géopolitique, ben, cette vision du monde est en train de prendre de l'ampleur, notamment dans les pays occidentaux, non, dans un libéral autoritaire. Et si vous voulez voir un peu le futur,
Si vous voulez voir ce qui va se passer dans les prochaines années, en Europe par exemple, ou en France, eh ben, à moins qu'il y ait une révolution sociale, selon heureusement je ne pense pas, eh ben, regardez, jetez un œil vers le Pérou. Alors, ce n'est pas un œil pessimiste, mais au moins vous saurez et vous pourrez vous organiser en conséquence. Je dis ça par exemple parce que si vous laissez faire cette destruction des communs, c'est très très difficile de renverser la vapeur après. Moi, j'ai discuté de ça avec certains amis argentins qui disent, bon, ben, Milei, de toute façon, son modèle va être rejeté et puis dans 5 ans, on reviendra au pouvoir. Alors, rien n'est moins sûr, d'une part, rien n'est moins sûr. Et puis, d'autre part, rien n'est moins sûr. Pourquoi? Bah parce que la, l'évolution vers une économie digitale fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont leurs propres patrons, informels ou pas. En France, on a trouvé un truc absolument fantastique qui est de rendre légale l'informalité via l'auto-entrepreneur, par exemple. Mais cette atomisation-là, c'est très très difficile de revenir en arrière puisque les gens disent, mais attendez, pourquoi je paye des impôts si je suis mon propre patron, etc. Les impôts c'est pour les feignants, blablabla. Et donc, vous allez avoir une société complètement éclatée dans laquelle, même s'ils reviennent au pouvoir, pour suivre mon exemple argentin, ils auront une société qui aura tellement changé et qui sera tellement incapable de s'organiser collectivement qu'ils ne pourront plus revenir et imposer des communs. En premier lieu, l'État. Voilà, donc là, ce modèle-là, on l'a au Pérou, et effectivement, c'est extrêmement difficile de s'organiser, même s'il y a évidemment des tentatives avec les partis politiques, etc. Mais pour l'instant, la situation non seulement n'est pas bonne, mais elle est encore pire que l'année passée. Voilà. Je vous remercie, on peut tous pleurer maintenant.